Monsieur Vincent Boutin, candidat indépendant pour la mairie. En fait, tu te prépares à grands pas, Vincent, pour les élections du mois de novembre. Merci. Oui, je suis très content d'être là. En fait, c'est un peu comme un canard, là, c'est-à-dire en surface, on en entend un peu moins parler parce que, notamment, c'est tout le contexte politique mondial qui est là. Mais par en dessous, les petites pattes se font aller, l'équipe se bâtit, on est en train de bâtir la plateforme, donc ça avance bien. C'est des grandes chaussures à chausser, ce poste-là. On le sait, en fait, la ville de Sherbrooke, c'est une ville extraordinaire. C'est une ville qui a beaucoup d'attraits. On est un peu victime de notre succès avec le boom démographique. On parle entre autres tu sais, de l'immigration, en fait la migration interrégionale, interprovinciale aussi. Donc, ça a amené de la pression sur la ville de Sherbrooke. On parle de crise du logement. Je pense que ça va être un des enjeux importants. Effectivement, en fait, ça dépasse la ville de Sherbrooke, la crise du logement, mais Sherbrooke est particulièrement touché, notamment avec un taux d'inoccupation qui est environ peut-être 0,09%, en bas de Ouais. 1%. C'est problématique et ça crée une pression sur les prix, notamment avec tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une tempête parfaite, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de personnes qui veulent vivre à Sherbrooke, Ouais. conjugué au fait que, on peut pas passer sous silence le moratoire de 2 ans qui a freiné dans une certaine mesure le développement domiciliaire à Sherbrooke. Et là, il faut qu'on rattrape un peu ce temps-là pour ramener du logement, oui, du logement social, mais du logement pour l'ensemble des couches de la société pour offrir une offre. Donc ça, pour moi, c'est super important. Un des enjeux du prochain mandat, c'est de travailler avec les promoteurs, qu'ils soient publics ou privés, Ouais. pour développer des logements pour l'ensemble des besoins de la Mais collectivité. qu'est-ce qu'on fait pour développer? Parce que, tu sais, en fait, là, on va avoir un esprit critique à travers ça, mais on quand même, l'année 2024, 2025 s'avère quand même une année record au niveau du nombre de mises en chantier à Sherbrooke. Mais c'est pas assez. On n'est même pas près des cibles de la SCHL. Euh, En réalité, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça un peu? Ben, moi, dans toute la foulée du moratoire, j'avais un peu réfléchi sur qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter ou augmenter le développement. Là, pour ceux qui nous écoutent, on parle du Oui, moratoire. moratoire sur les projets domiciliaires à cause des ouvrages de surverse là, et de la nouvelle réglementation provinciale. Oui. Donc, je pense que de s'asseoir avec les promoteurs et de travailler une vision sur les 5 prochaines années, sur les grands projets de développement, et pas une rencontre aux 3 mois, là, mais ou 6 mois, Ouais. mais quelque chose d'assez fréquent pour développer avec eux l'ensemble des secteurs de la ville de Sherbrooke. Ça, à mon avis, c'est super important, mais de ramener une dynamique qu'on veut tous la même chose. Et on peut pas faire abstraction du coût de l'apport qui a vraiment augmenté de Ouais. façon très significative au cours des années. Et il faut qu'on fasse les projets différemment. Moi, je prends l'exemple de Montréal, le cas de l'îlot voyageur, Ouais. où c'est un bâtiment qui traînait depuis plusieurs années pour un paquet de raisons, mais c'était excessivement cher à développer. Ben, il y a un organisme privé, un organisme communautaire qui se sont mis ensemble pour faire du logement qui serait pour du logement social, mais du logement aussi plus lucratif Ouais. finalement. Et il y a eu un partage de coûts qui fait que le projet a pu vivre, a pu évoluer. Moi, je pense que la ville de Sherbrooke, on est rendu à travailler ce genre de projet-là, public-privé, pour être capable de reprendre cette cadence-là, mais aussi de planifier près des artères, densifier notre secteur pour aller en hauteur, pour amener davantage de logements. Moi, Vincent, je suis dans une situation où, dans le milieu des affaires, on voit le marché s'est transformé, se transforme à une vitesse incroyable. Comment on fait pour ajuster l'ingénierie d'une municipalité comme Sherbrooke pour s'ajuster aux défis qui sont en perpétuel changement? Bon, on peut pas refaire l'histoire. Donc, Ouais. ça veut dire on a développé nos villes de certaines façons pendant plusieurs années. Malheureusement, ça fonctionne plus de cette façon-là. L'étalement urbain crée des nouvelles rues, Ouais. crée des nouveaux tuyaux. On n'est plus là en 2025. Faut qu'on revoie nos façons de faire. Et je pense que de ramener le développement davantage près de nos artères, à Sherbrooke, quand on se promène sur la rue King, là, il n'y a pas grand-chose qui dépasse 3 ou 4 étages. Ouais. Je pense qu'on peut ramener de la densité dans ces secteurs-là qui sont déjà pour la plupart qui sont déjà bâtis. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut être intéressant de regarder en termes d'outils. Puis quand je prends les grandes mares de stationnement qu'on peut trouver à Sherbrooke, que ce soit le 4 saisons, le Carrefour de l'Estrie, Ouais. il y a du pied carré là. C'est des exemples, mais il y en a partout ailleurs, du pied carré qui n'est pas utilisé et qui pourrait être utilisé pour faire de La la densification. densification. Ça, selon moi, c'est très important. Vincent, construire en hauteur, là, en fait, là, quand on sort du pays, de la province de Sherbrooke, là, des tours, il y en a. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, on va devoir se rendre là, malgré peut-être
comment on pourrait dire, le manque, pas le manque, mais le peu d'ouverture de la population. Parce qu'en réalité, on parle de densification, mais c'est jamais dans notre cours. Mais à un moment donné, il y a une forme de sacrifice commun qu'on doit faire. Ça va devoir venir là. Et moi, quand j'étais président du comité consultatif d'urbanisme, on l'avait vécu dans certains dossiers où on a vécu du pas dans ma cour. Donc, les citoyens sont pour la densification, mais pas près de leur maison. Exact. Mais à un moment donné, en 2025, on peut pas faire d'omelette sans casser deux et la ville doit prendre ce leadership-là. Il y a des outils légaux qui existent pour permettre, faciliter, augmenter la rapidité de développement des projets et valoriser ces terrains-là. Donc, c'est de limiter d'une certaine façon les recours possibles des citoyens pour accélérer le processus. Le projet de loi, je l'ai noté ici, là, le projet de loi 31. Ouais. Donc, il peut, dans un cas où les municipalités, je pense que c'est en bas de 3% du taux d'inoccupation, peuvent, en faisant un processus de consultation, mais passer outre le processus référendaire pour accélérer la construction de logements. Je pense que dans des cas comme ça, oui, on est rendu là, parce que ce qu'on veut, le bien commun, le dollar que tu payes dans ta taxe, celui que je paye, on veut qu'il soit bien investi puis qu'il fructifie. Et si on est capable d'amener plus de monde près de nos artères pour plus de payeurs de taxes pour le même tuyau d'égout puis le même kilomètre d'asphalte, ben c'est payant pour tout le monde. Et à un moment donné, il faut qu'on ait les deux mains sur le volant puis qu'on développe ce genre de projet-là. Ça, c'est sûr et certain. Puis moi, si je reviens au marché en tant que tel, tout est une question d'offre et de demande. Tout à l'heure, tu abordais le 3 de taux d'inoccupation. On est vraiment en bas du seuil du 3 Donc, on est dans une situation de crise. Quand on parle de crise du logement, les reports, en fait, les délais d'obtention de permis, je regarde juste, moi, en fait, on est sur le boulevard Lionel-Groulx, et puis là, on attend la construction d'un supermarché. Ça fait des années, c'est encore retardé, mois après mois. On veut favoriser, je pense, la vie de quartier. Juste de pouvoir aller faire une commission à pied dans notre quartier. Il n'y a pas de commerce de proximité. Et là, on se dit, coudonc, qu'est-ce que ça va prendre, en fait? On est en crise, on veut augmenter la densification, on est en crise, puis ça bouge pas. Alors, écoute, puis je mets pas la pression sur toi, mais est-ce qu'il y a un humain qui va être capable de dégourdir ce système-là? Je pense que les employés de la ville de Sherbrooke travaillent bien. Là. C'est des bons employés, c'est des bonnes personnes. Le problème, selon moi, n'est pas là. Le problème est dans le processus et dans la façon de faire. La ville de Sherbrooke a extrêmement de processus et c'est complexe de travailler avec la ville de Sherbrooke. Il y a plusieurs promoteurs qui me le disent et quand on va à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile. Mais pas partout, Vincent. Tu sais, c'est pas parfait. Non, c'est pas parfait ailleurs. Mais on a quand même des enjeux importants pour Sherbrooke. Et je pense que ça dépasse, en fait, le développement domiciliaire à Sherbrooke. Il y a une mentalité, en tout cas, que pour ma part, j'ai vu évoluer, que je vis aussi à la grande table dans certains dossiers et que des citoyens avec un grand C, donc des promoteurs, des gens des communautaires, sportifs, culturels et des citoyens me parlent aussi. Et il faut qu'on soit capable de ramener la ville vers l'extérieur puis qu'on soit davantage dans une dynamique, j'aime pas le mot en anglais, le business-wise, c'est-à-dire on a un problème, on va s'asseoir les deux puis on va le travailler ensemble. Bref, augmenter la connexion, finalement, entre les promoteurs et la ville de Sherbrooke. Et entre les autres municipalités autour, aussi, ça peut être avantageux aussi. Effectivement, à la ville, on peut pas faire abstraction qu'on n'est pas seul, la ville de Sherbrooke. Tu sais, on parle beaucoup qu'on se compare à Trois-Rivières, Chicoutimi, Saguenay, mais reste que notre écosystème à Sherbrooke, on est la capitale régionale. Et si les villes aux alentours de Sherbrooke gagnent, ben la ville aussi de Sherbrooke va gagner parce qu'il y a des gens qui travaillent à Sherbrooke, qui vivent à l'extérieur. Il y a des gens qui vivent à l'extérieur, qui travaillent à Sherbrooke. Il faut qu'on voit ça de façon plus globale. En fait, on est actuellement dans une situation où, en fait, la mairesse en place a fait quand même beaucoup de changements avec probablement plein de bonnes intentions. Évidemment, on vit encore certaines difficultés. On prend par exemple là, la transformation des 26 comités en 6 commissions. T'en penses quoi exactement, ça? Je pense qu'il y avait une amélioration à faire. Dans l'ancienne mouture, j'ai été notamment président du comité des sports où je siégeais sur à peu près 8 comités sportifs. Il y avait beaucoup de comités. De resserrer ça, selon moi, oui, c'était une bonne chose. Maintenant, de passer de 40 quelques comités à 6, selon moi, c'est pas suffisant. Ça prend plus de comités. Le comité communautaire qui siège avec le comité de sécurité publique, je pense que c'est des enjeux qui sont pas les mêmes. Et on se doit, selon moi, de ramener davantage de comités, mais je pense qu'il faut ramener aussi les citoyens sur ces comités-là. C'est-à-dire, si on fait une table de développement commercial ou une table de développement immobilière, ben ça prend des joueurs qui sont les experts du milieu sur ces tables-là. Au même titre que dans les tables sportives, on veut ramener des organismes sportifs
sportifs, dans les tables de développement industriel. On veut ramener des industriels sur ces tables-là parce que, oui, la ville a une expertise, mais l'expertise du milieu aussi est sacrément importante. Donc, selon moi, ramener davantage de commissions et ramener des citoyens sur ces tables-là pour que l'information circule bien. Et moi, quand j'étais président du comité des sports, je me faisais un devoir de parler aux organismes sportifs puis leur dire c'est quoi des enjeux, toi, que tu vis quotidiennement dans ta réalité. Ouais. Parce que si je veux te représenter, si je veux améliorer les façons de faire, il faut que je le sache. Et je sens malheureusement qu'il y a une distance qui s'est installée dans l'ensemble des enjeux. En fait, il faut que tout le monde travaille main dans la main. Que ce soit au niveau politique ou des hauts fonctionnaires, je pense qu'il doit y avoir une réconciliation, puis vraiment, je pense, ça va prendre ou ça prend une confiance mutuelle pour être capable de faire avancer les choses. Ça prend du respect et de l'écoute. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont de base, qui sont fondamentales, de respecter le rôle du fonctionnaire, mais de comprendre que la vision politique émane du conseil municipal, du cabinet de la mairie, du conseil municipal, et qu'elle est mise en application par les fonctionnaires, mais respecter aussi le travail des fonctionnaires. Donc, c'est une espèce de danse, et au cours, je vous dirais, des 4 ou des 8 dernières années, c'est quelque chose qui a été mis à mal. Et de ramener ce respect-là, cette écoute-là, tant entre les élus, c'est sûr que quand tu es un citoyen ou un fonctionnaire, tu vois ce qui se passe au conseil municipal, ça t'inspire pas confiance, tu as tendance à te braquer, te protéger. Donc, ramener ce respect-là, cette écoute-là, ramener le respect entre les fonctionnaires et les élus, puis de comprendre, comme je le disais, il y a une planification stratégique qui a été votée par la Ville de Sherbrooke. Commençons par réaliser ce qui est là-dedans au lieu d'arriver avec 1000 projets. Puis à un moment donné, c'est sûr que les gens peuvent faire là, il y a bien trop de projets, je sais plus où me geler, me donner de la tête finalement. Donc, ramener ça, cette connexion-là avec les élus, les fonctionnaires, mais aussi les citoyens, les promoteurs, ça, c'est fondamental. C'est un des premiers défis du conseil. En fait, Vincent, tu as été conseiller municipal pendant 8 ans. Tu penses quoi des partis politiques versus les indépendants? Ben moi, j'ai fait la réflexion lorsque j'étais quand j'ai fait ma réflexion, savoir si je me lançais ou pas, ça fait partie de mes questions. Mais j'en suis venu à la conclusion que si on veut ramener une unité, puis là, je fais attention au mot, je prends pas le mot harmonie, là, qui est un peu trop galvaudé, puis qui est un peu trop rose à mon goût, mais ramener de l'harmonie, une unité, pardon, au conseil municipal, ça prend du respect, ça prend de l'écoute, mais je pense que le fait d'avoir un maire qui est issu d'un parti politique, ça aurait créé nécessairement une distance avec les élus au conseil municipal, parce que le but d'un parti, c'est de prendre le pouvoir, puis d'avoir des élus dans l'ensemble des districts, alors que si je suis un maire indépendant, et que tu es dans un parti ou pas, puis que tu as des enjeux que tu veux regarder, ben écoute, je mettrai personne contre toi dans 4 ans, fait qu'on peut-tu dialoguer puis travailler ensemble? Parce qu'un conseil municipal, j'ai beau arriver avec les meilleures intentions du monde, mais si la population, dans sa sagesse, fait élire un mandat qui serait minoritaire, ben je dois travailler avec les gens qui sont là, qu'importe la couleur de leur parti ou pas, et selon moi, pour y arriver en étant indépendant, c'est plus logique. Plus logique. Ouais. Donc, quand je lisais sur tes plateformes, faire coexister le pragmatisme avec son opposition face aux idéaux, c'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle, et ce que ça veut dire aussi, c'est que on peut avoir les meilleures idées du monde et ça prend des gens qui ont une vision, mais dans l'application, faut qu'on soit capable de le réaliser. Et quand on est trop sur nos principes, des fois, puis dans les grandes idées, c'est là que la difficulté d'application est plus difficile. Donc, quand on est pragmatique, oui, on veut régler la crise du logement, on veut diminuer la pauvreté, on veut augmenter la qualité de vie à Sherbrooke. C'est des grands principes auxquels je crois. Mais ça dans passe l'application, par ça prend une dose de réalisme, d'arriver au conseil municipal avec un projet qui va être équilibré, de travailler avec les fonctionnaires, de travailler avec les promoteurs, qu'ils soient publics, privés, citoyens. Mais c'est de créer la richesse. Effectivement. Il faut créer la richesse, en fait, aussi. Et c'est un peu, exemple, à la grande table. Bon, je suis directeur général, je suis arrivé en place, j'avais une vision. En fait, combien 3 ans. 3 ans déjà. Donc, j'avais une vision de ce que je voulais faire, mais je me suis assis avec l'équipe. Je disais, est-ce que je vous propose, est-ce que c'est réaliste ou pas? Si oui, sinon, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Qu'est-ce qu'on modifie? Puis qu'est-ce qui ferait que vous vous embarqueriez dans mon projet? Donc, j'avais une vision, mais de façon pragmatique, j'ai travaillé avec mon équipe, je l'ai mobilisé. Puis aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que c'est 250 000 repas qu'on livre à des jeunes et des familles dans le besoin à Sherbrooke. Puis ça, on n'a pas réussi ça tout seul. J'ai pas réussi ça tout seul. J'ai réussi parce que j'ai mobilisé mon équipe sur de grands principes, mais on le fait de façon réaliste et concrète et pragmatique. On est dans une ville étudiante. Oui. C'est quand même un enjeu aussi. En fait, on pourrait se poser la question, comment on pourrait faire pour mieux intégrer la vie étudiante dans la ville de Sherbrooke?
C'est une excellente question. Je te dirais que il y a eu beaucoup de travail quand même qui a été fait là. Quand on regarde les fameuses rentrées universitaires, en tout cas de l'extérieur, ça semble être moins le party que c'était à l'époque dans les deux campus universitaires. Mais je pense que d'avoir notamment le projet utile qui est en train de se développer, je pense que c'est un 160 quelques unités d'habitation pour des étudiants. Ça, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Mais une des réalités, en fait, l'enjeu pour avoir parlé à des propriétaires dans le secteur universitaire, c'est qu'ils disent, nous, on loue un appartement ou on loue des chambres et ce qu'on se rend compte finalement, c'est qu'il y a de la sous-location dans ces appartements-là. Puis l'appartement que j'ai loué à 4 personnes, finalement, sont rendus 8 à vivre là-dedans. Ça, c'est des enjeux qu'il faut qu'on regarde. Et là, tu augmentes une densité de personnes dans ces secteurs-là. Fait que selon moi... Question de sécurité aussi là-dedans. Question de sécurité. Ouais. Donc oui, il y a des enjeux à travailler, notamment par rapport à ça, dans cet équilibre-là, parce que les gens qui vivent là peuvent être heurtés de ces comportements-là, effectivement. Mais en même temps, Sherbrooke, une ville étudiante, c'est notre ADN aussi. Il faut qu'on soit capable de conjuguer tout ça. Alors, tu sais, on regarde ça, là, on a l'augmentation de la population, le territoire est le même, puis il va être le même pour encore longtemps, le territoire de la ville de Sherbrooke. Et là, on se dit, il faut augmenter, oui, la densité, on veut éviter l'étalement urbain. Donc, si on retarde les constructions, ben l'étalement urbain va se faire sur les territoires voisins. Donc, on va raser des forêts, en fait, ailleurs. Donc, l'impact environnemental est le même. Donc, pour y arriver, là, on parle du plan nature, on a le moratoire. On va devoir faire des sacrifices à un certain moment donné, raser des forêts, détruire des milieux humides critiques, parce que je vous rappelle qu'on est encore dans une crise du logement. Plus on tarde à faire du développement, plus la pression augmente sur la demande, donc plus les prix augmentent. Donc, ça a un impact direct sur le citoyen. Alors, c'est quoi les compromis qu'on va devoir faire? Je pense que, là, la ville de Sherbrooke a annoncé là, la nouvelle mouture du plan nature, en fait, ce que ça va représenter. Puis, il y a 4 façons de développer. Donc, si on veut faire une utilisation durable, donc qui va être de protéger des secteurs boisés, un développement sur une rue qui est existante, un projet majeur en développement sur une rue existante ou des nouveaux développements. Et là, j'ai hâte de voir les consultations publiques qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir un peu concrètement comment la réalité va s'appliquer dans ce plan nature-là. Mais une des choses, c'est que moi, je fais des assemblées de cuisine et quand je parle aux gens, ce qu'ils me disent, c'est que qu'est-ce qui définit Sherbrooke? C'est le couvert forestier, c'est le fait qu'on a beaucoup d'arbres à Sherbrooke. Ça, il faut qu'on soit capable de préserver ça, tout en étant capable de développer les nouveaux quartiers à Sherbrooke. Et je pense que si on est capable de travailler avec les promoteurs et de travailler il y a un exemple là, dans le secteur du projet maçon à Fleurimont. Bon, où face au Canadian Tire. Effectivement, donc où il y avait, là, je dis des chiffres juste pour donner une idée, là, mais je pense qu'il y avait peut-être une vingtaine de bâtiments qui étaient prévus de 4 étages, quelque chose comme ça. Finalement, la ville a travaillé avec le promoteur et c'est peut-être 12 bâtiments de 8 étages qui vont être là. Donc, il y a le même nombre de logements ou sinon, c'est un peu plus, mais il y a plus de couverts forestiers qui vont être protégés. Donc, je pense qu'on se doit d'avoir cette espèce de dynamique de discussion-là aussi, de tenter de préserver nos milieux, mais de revoir les façons de faire différentes que qu'est-ce qu'on le faisait avant pour être capable d'aller en densité parce qu'on est rendu là. Tu l'as dit tantôt, à Sherbrooke, on n'a pas beaucoup de plus que 4 étages, alors que partout ailleurs, on est dans du bâti. Et plus qu'on fait en hauteur, plus qu'on est capable de protéger nos milieux naturels et qu'on est capable d'avoir une qualité de vie puis de rendre ça accessible aux citoyens. Mais ça, je pense que ça passe par la discussion puis de faire comprendre aux promoteurs qu'il y a eux aussi un gain qui peut être intéressant à travailler de cette façon-là. Mais il ne faut pas qu'on soit en confrontation comme ça a été malheureusement trop souvent le cas au cours des dernières années. Il faut qu'on travaille en collaboration. Est-ce que la confrontation viendrait du fait qu'il y a trop de pression de différentes... En fait, il y a un désaccord général entre la population aussi, parce que j'imagine qu'il doit y avoir une pression qui vient de l'externe. Bien, c'est sûr que, tu sais, quand je reviens au pragmatisme, tu l'as bien nommé, un des effets du règlement de contrôle intérimaire qui a gelé le périmètre, il a gelé le développement pendant 2 ans à Sherbrooke dans certaines zones, mais ce que ça a fait, c'est que les promoteurs se sont revirés vers l'extérieur de la ville de Sherbrooke et le développement s'est fait ailleurs. Donc, les gens viennent travailler à Sherbrooke, mais viennent travailler en auto au lieu de se déplacer de façon durable. Puis, il y a eu des arbres qui ont été coupés ailleurs. Donc, il faut qu'on ait ce réalisme-là, ce pragmatisme-là pour dire faut qu'on revoie nos façons de faire. Ce qu'on faisait il y a 20 ans, malheureusement, on peut plus faire ça comme ça, mais faut qu'il y ait une collaboration qui se fasse, ça c'est sûr et certain, puis ça part du respect et de l'écoute.
Alors, en réalité, c'est de faciliter tout ça. Puis c'est des pertes de revenus, en fait, parce que les constructions qui se font sur d'autres territoires, c'est des revenus, en fait, que la ville perd. Effectivement. Alors, dis-moi donc, Vincent, quel est le legs que tu aimerais laisser au terme de ton mandat? Mon legs que j'aimerais laisser, en fait, sans être nécessairement des réalisations concrètes, un projet X, Y, Z, je pense que c'est de laisser une marque sur la façon de faire dont j'ai fait la politique. J'écoutais cette semaine Louise Baudouin, qui est l'ancienne députée du Parti québécois et ministre, qui était en entrevue, puis se faisait poser la question à propos de René Lévesque, tu sais, puis avant de parler des grandes réalisations qu'elle a fait, elle a parlé de l'homme et de l'individu qu'il était à la base. Et si, au cours de mes prochaines années en politique, ce que je veux que les gens se souviennent, ce legs-là, c'est que j'étais là pour les bonnes raisons, que mon côté humain a permis de rassembler les gens autour d'une vision, puis de travailler et d'avancer ensemble. Ça, selon moi, en tant que politicien, c'est une des premières choses qu'on devrait vouloir faire, c'est-à-dire, avec le contexte qui est complètement dysfonctionnel au niveau mondial, c'est drôle, ça me fait penser dans mes assemblées de cuisine que je fais une des personnes qui était là, un homme d'affaires de Sherbrooke. Dis-moi ce que je veux, j'aimerais un maire ou une mairesse qui va être humain. Ouais. Puis qui va ramener de l'espoir, puis du courage, puis de la vision pour la ville de Sherbrooke. Et si je coche ces cases-là, selon moi, j'ai réussi mon objectif. C'est vraiment intéressant. Puis en même temps, je pense que on est, oui, effectivement, dans une situation où il y a quand même une crise mondiale, mais je pense qu'il y a toujours une bonne occasion de bien faire dans une crise. Ouais. Puis je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans la ville de Sherbrooke, je pense que c'est le bon moment de donner un électrochoc dans le but d'améliorer le sort de tout le monde. Ben effectivement. Puis moi, j'ai déjà travaillé pour un Régent Hébert quand il était ministre de la Santé et des Services sociaux. Et une des choses que j'aimais pas, en fait, du milieu provincial, c'est que les moyens d'action sont extrêmement difficiles parce que c'est une grosse machine à Québec. Mais au niveau municipal, là, on est près des moyens d'action, on peut changer notre communauté et quand on dit penser globalement, agir localement, le milieu municipal, c'est le plus beau terrain de jeu pour ça. Vincent Boutin, merci d'avoir accepté l'invitation. Candidat indépendant à la mairie, donc la date du 2 novembre, là, ça va être la date à cibler. Vous allez commencer sur le terrain au retour des vacances? Au retour des vacances, le rythme va s'accélérer, mais on est déjà en rencontre, on rencontre des citoyens, des groupes, des industries, des groupes communautaires, commercial, etc., pour me nourrir finalement de la vision de la ville de Sherbrooke et savoir si ce que j'ai à présenter, est-ce que ça concorde, est-ce qu'on se doit de modifier des trucs. Donc, on est dans cette prise d'information-là. Donc, comme je disais, c'est pas un petit canard en dessous de l'eau, ça patine beaucoup, ça se passe bien pour bâtir tout ça. Pour ma part, Vincent, ce qui va piquer ma curiosité, c'est le plan d'action que vous allez appliquer pour être capable de, en fait, régler une partie de ce problème-là. Je vais te souhaiter la meilleure des chances, puis encore une fois, merci d'avoir accepté. Un grand plaisir. Bon avant-midi. Merci. Vous écoutez le balado Les Dessous de l'immobilier en Estrie. Alors, nous sommes avec Madame Janie Lejeau, fondatrice des loges Ressourcement Thermal. Merci beaucoup, en fait, Janie, d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir. En fait, Janie, on se connaît peu, mais je voyais un peu ton projet, en fait, de ressourcement ou de chalet vraiment avec une signature très spéciale. Puis j'avais le goût de t'inviter pour qu'on discute, en fait, du cheminement qui t'a amené à ce résultat-là, finalement. Le processus m'intrigue parce que tu es quand même, une jeune femme. J'ai su que tu étais enseignante au primaire. Qu'est-ce qui t'a amené, Janie, à amener ce processus-là d'immobilier? Oui, je pense que l'histoire est intéressante parce que ça peut montrer un peu que tout le monde peut avoir une idée puis la mettre la réaliser du jour au lendemain, c'est possible. Dans le fond, moi, c'est ça, j'enseignais au primaire depuis plusieurs années. Dans la région de Montréal, je crois. Sur la rive sud de Montréal. Sur la rive sud, OK. Oui. Puis, ma sœur est entrepreneur. Pas mes parents, par contre, mais j'avais ce modèle-là. Je me disais que j'ai toujours eu une petite fibre un peu cachée quelque part. Là, puis, j'ai eu le goût, à un moment donné, d'avoir mon projet d'entreprise. Je pensais à plein d'affaires. Je pensais à de la nourriture pour animaux dans des pots maçons maison. J'ai pensé à plein d'idées d'entreprise parce que j'avais le goût de me réaliser comme ça. Je comprends. Puis après un séjour en chalet avec mon chum, on s'est dit, c'est là que l'idée est venue. Je me suis dit, ça pourrait être une bonne idée, le chalet de ressourcement thermal. Au début, parce que nous autres, on magasinait toujours quand on louait un chalet pour avoir un foyer puis un spa. OK. Mais on est deux quand on allait faire des séjours en chalet, puis on se retrouvait souvent avec des trop gros chalets pour nos besoins. Fait que je me disais, comment est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus... de plus intéressant, tant qu'à avoir des installations, on se bien les utiliser.
Fait que je me disais, ça pourrait être des mini-chalets, des tout petits chalets pour 2 personnes avec une seule chambre. Puis là, mon chum, il a pensé à l'idée du petit sauna. Puis après, moi, je me suis rappelé d'avoir déjà vu dans la presse qu'on pouvait avoir un hammam à la maison. Fait que je me suis dit, ah oui, ça compléterait. Ça serait vraiment le concept du spa à la maison. Puis personne l'avait vraiment fait, ça, à ce moment-là. Fait là, Janie, en fait, là, on parle de votre projet de chalet. Ouais. Mais est-ce que vous aviez déjà un peu une expérience en immobilier? Parce que c'est quand même, tu sais, des fois, j'aimerais ça avoir un chalet pour de la location au court terme. Pour vrai, c'est facile à dire, mais concrètement, mathématique, hein? Je pense que le fait que, parce que là, j'étais en couple, j'ai parlé de mon chum à ce moment-là, mais avant ça, j'étais en couple aussi avec quelqu'un d'autre. Puis on avait un immeuble à revenus à Montréal. J'étais propriétaire d'un immeuble à revenus. Puis l'immobilier m'a toujours passionnée, là. Je suis sur Centris régulièrement. Donc, toi, pour aucune décourager, là. Non. Alimenter. Exactement. Fait que c'est sûr que ça m'attirait. Puis au moment où j'ai pensé à l'idée, j'étais encore propriétaire de cet immeuble-là. Que j'ai finalement vendu quand j'ai eu cette idée-là. OK. Donc, c'est ton capitaux, tu as récupéré tes capitaux pour être capable de faire ce projet-là. Oui, c'est ça, exactement. J'avais à ce moment-là l'entièreté de l'immeuble parce que malheureusement, mon conjoint de l'époque est décédé du cancer. Fait que je me suis retrouvée avec l'immeuble à gérer toute seule. Puis j'étais très bien capable de le faire. Oui. Puis ça, c'est aussi, ça m'a permis de prendre de l'assurance parce que là, je parle de mon chum actuel avec qui on a pensé, mais c'est à peu près la seule chose qui a fait penser au sauna qu'il pourrait y avoir. Sinon, puis c'est pas pour y enlever du crédit, c'est juste que c'est mon Oui, parce que là, tu comprends qu'il écoute probablement, là. Oh, pas sûr. Il est dans ses affaires. Puis ça le dérangerait pas parce qu'il sait que c'est vrai. En fait, Janie, tu es d'accord avec moi, mais souvent, les grands projets partent d'une idée. Hein? Oui, c'est ça, exact. Fait que j'ai eu l'idée, il fallait juste décider de le faire. T'sais. Puis je me rappelle que, tu sais, on dit bien des affaires. Puis son fils, qui avait à ce moment-là, à mon chum actuel, il avait à ce moment-là peut-être, je sais pas, là, 15-16 ans. Quand j'ai parlé du projet pour la première fois, il m'a dit, mais là, tu vas-tu faire ça? T'sais, pour lui, ça y paraissait comme impossible, puis gros. Puis même mon chum, je pense qu'il se disait, ça arrivera peut-être pas, tu sais. Moi, j'étais comme, mais oui, c'est sûr, je vais le faire, là, tu sais. Moi, c'est clair, là, que je le faisais, là. Puis, tu sais, ils ont bien vu que si j'avais quelque chose en tête. On veut se situer dans le temps, là. En fait, donc, tu étais propriétaire d'un immeuble locatif que tu as finalement vendu en quelle année? Oui, ça, c'est une très bonne question. Je suis vraiment pas bonne dans les années, mais probablement autour de 2017. OK, parfait. Puis là, l'acquisition du terrain pour le projet de chalet, ça s'est fait quand? 2018. 2018. Donc, tout ça avant la pandémie. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est une chance que j'ai eue, honnêtement, parce que c'est sûr que, tu sais, ça va vous intéresser parce que vous parlez d'immobilier, mais le premier chalet que j'ai construit, parce que moi, ils sont tous pareils, ils sont tous identiques. OK. Avant la pandémie, m'a coûté, si on exclut le terrain, là, juste la construction du chalet, je pense que c'était 320 000, puis la même chose après la pandémie, 505. Wow! Là, c'est intéressant parce que là, on n'a pas toujours des comparatifs d'une construction identique. Là, effectivement. Au même endroit, mais là... Wow! Fait qu'on a quand même une augmentation importante. Là, juste pour encore une fois le situer, parce que je trouve ton projet vraiment excitant. En fait, là, c'est des loges de ressourcement thermal en forêt. C'est ça? C'est dans le canton de Stansted? Oui, c'est ça, exactement. J'ai pensé que je me suis juste demandé qu'est-ce que mes chalets allaient avoir de plus que les autres pour que je m'assure qu'ils soient toujours bookés. Oui. Fait que j'ai pensé au concept de ressourcement thermal, puis ça prenait absolument un terrain où est-ce qu'il y avait des conifères. OK. Parce que je voulais que les gens... Tu sais, c'est l'hiver, hein? Les spas puis tout ça, tu sais, c'est le fun d'aller là l'hiver, mais on veut pas que les gens se voient d'un chalet à l'autre. Là. Fait que je me suis dit, ça prend absolument des conifères, ça prend un terrain qui n'a pas juste des feuillus. Puis un terrain de quelle superficie? Chaque terrain a 70 000 pieds carrés, fait qu'ils sont quand même assez grands. Ouais, c'est ça. Puis ils sont pas tous sur le même terrain comme d'autres projets de villégiature ou de petits chalets. Là, ils sont vraiment sur des terrains séparés. Mais dans le même secteur. Ils sont sur la même rue, des voisins. OK. Fait que c'est ça. Puis, ça prenait aussi un endroit où la location à court terme allait être autorisée. Il fallait que tout soit en règle parce que j'avais pas envie de pas faire les choses. Mais on recule là, d'avant la pandémie. Là, la question de location court terme, c'était pas tant un sujet d'actualité. Est-ce qu'à cette époque-là, l'obtention des financements, est-ce que les institutions financières croyaient en ton projet? Non. Non, c'est ça, hein? Non, tu sais, c'est sûr que
ils sont toujours, ils prennent pas de risques. Oui, oui. Puis moi, je voulais aussi, tu sais, avoir un taux d'intérêt qui avait du bon sens. Fait que je suis allée voir des jardins, puis je me suis dit, je vais en construire juste un. Puis avec mon immeuble à revenus, c'était comme si c'était mon chalet personnel, dans le fond. Fait que eux autres voyaient pas vraiment de risque. Je comprends. Puis quand j'ai prouvé que le modèle fonctionnait puis que j'étais bookée à 100% de taux d'occupation, parce que ça a vraiment été ça au début, là, ça a été complètement fou, bien là, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'admettre que c'était une bonne idée, puis là, j'ai pu en faire Ils ont continué à suivre. Ouais, c'est ça. Fait que je suis encore avec des jardins aujourd'hui. Là. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on écoute ça, puis ça se dit, location court terme, les chalets, la gestion, OK, on connaît ça, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la pandémie, c'était pas du tout un sujet d'actualité, c'était vraiment hors des sentiers battus. Donc, c'est facile, Jenny, en fait, de se faire décourager, hein, finalement. Tu sais, il faut vraiment que tu crois, parce que tu as toujours plein de bonnes raisons d'abandonner le projet. Absolument. Puis tout le monde me regardait un peu comme une bébite bizarre. Tu sais, quand je parlais de mon projet, oui, mais Jenny, tu sais que c'est compliqué. Oh mon Dieu, ça va être quelque chose. Puis même ma sœur m'a dit, mais tu sais que tu vas travailler, là. Donc, tu as lâché l'enseignement. Fait que c'est ça. Dans le fond, les premières années, non, parce que je suis quand même quelqu'un qui a besoin d'une forme de sécurité. Ouais. Fait que j'avais besoin de m'assurer que j'allais avoir de quoi vivre. Fait que les premières années, j'ai fait les deux en même temps. OK. Fait que j'avais 3 chalets à ce moment-là, là, au plus intense. Là. J'avais 3 chalets, des constructions en cours, une construction en cours, une classe de 6e année comme titulaire, puis j'étais sur la Rive-Sud de Montréal, puis je voyageais. Fait que ça, c'était vraiment intense. Je n'avais pas de vie. C'était pendant la pandémie. Fait que pour moi, ça a été correct parce que j'aurais pas eu le temps d'aller faire de toute façon des activités sociales qui étaient à ce moment-là interdites. J'arrivais chez nous de ma journée de travail avec les élèves. Puis je travaillais. Une deuxième journée de travail, j'appelais les clients, je gérais ma business. Après ça, je dormais. Mon chum cuisinait, une chance, parce que sinon, j'aurais mangé du resto à tous les soirs, là, fait que puis même chose la fin de semaine, du matin au soir, je travaillais. Fait que c'était fou, là, de ces années-là. Hey, Jenny, c'est vraiment intéressant. Écoute, on va arrêter le temps d'une pause publicitaire. On se retrouve dans quelques instants. Je pense que les gens vont rester à l'écoute parce que c'est vraiment fascinant, ton projet. Super. À tantôt. À tantôt. Vous aimez l'émission? Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-moi à imo@cogecomedia.com. Je prendrai le temps de lire vos courriels, d'y répondre et certainement amener les sujets. Alors, imo@cogecomedia.com. Alors, nous sommes de retour avec Madame Janie Lejeau, fondatrice des loges Ressourcement thermal en forêt dans le canton de Stansted. Pour ceux qui n'étaient pas présents avant la pause publicitaire, en fait, Janie, qui est fondatrice de ces loges-là, enseignante au primaire, propriétaire d'un immeuble locatif dans le Grand Montréal, finalement, une idée, une petite bulle au cerveau, on s'en va en Estrie, on achète un terrain, on construit un chalet, mais un chalet bien spécial. Donc, il y a des... Je vais te laisser, Janie. Oui, le chalet, dans le fond, dans un petit chalet, il y a une seule chambre. C'est vraiment un chalet qui est fait pour un couple, pour une lune de miel. Il y a un hammam à l'eucalyptus, qui est aussi la douche où est-ce qu'on peut se laver. Il y a un sauna sec finlandais à l'extérieur avec un dôme qui donne sur le ciel. Il y a un spa, puis il y a une douche froide. Fait qu'on peut faire vraiment tout le cycle thermal dans son petit chalet privé. Il y a des massothérapeutes qui se déplacent pour qu'on puisse recevoir un massage sur place. Il y a une cuisine complète, un foyer au bois intérieur-extérieur. Fait que c'est vraiment ta petite bulle, mais c'est petit, c'est un petit endroit, c'est cosy. C'est ça, on se sent comme... Donc, ça se distingue de la compétition. Oui, bien, à l'époque, il n'y en avait pas de compétition. Ça ressemblait à rien de ce qu'on connaissait. Mais là, de plus en plus, on voit là, à ce moment-là... Même, il commençait à en avoir, mais c'était tout au plus, le chalet avait un spa, là. Mais là, maintenant, tu sais, les chalets insolites du genre, il y en a de plus en plus. Mais les loges se distinguent encore parce que les clients reviennent aux loges puis ils me disent, malgré tout ce que j'ai fait, j'en ai fait des chalets insolites, mais j'ai jamais retrouvé, tu sais, le feeling que je Est-ce que tu as été inspiré par des projets dans d'autres pays, dans d'autres régions? Des architectes t'ont accompagné? Oui. Donc là, j'ai vraiment, entre guillemets, magasiné les architectes. Là, je voulais trouver un bon fit. Fait que j'ai approché plusieurs architectes, puis j'en ai trouvé qui semblaient comprendre mon idée, même si même eux me trouvaient spéciale.
Ouais. Mais ils ont quand même accepté de la mettre sur pied, puis ça aurait jamais donné ce que ça a donné si j'avais pas eu leur aide. Là, ça, c'est sûr, le niveau architectural, il y a une signature. Donc, tu as su bien t'entourer clairement. dans chacune des étapes. Oui, absolument, c'est ça. Tu sais, au début, je voulais pas que ça ait l'air de n'importe quoi, fait que j'ai engagé une photographe professionnelle. Tu sais, je voulais vraiment que le projet soit mature, puis assumé, puis beau. Là. Okay. Fait que ça allait prendre ce que ça allait prendre. Est-ce que, donc là, première construction 2019 environ? C'est ça. Terminé en septembre 2019, les premiers clients qui arrivent. Et là, combien d'unités tu as présentement? Là, j'en ai 5. OK. Je pourrais en avoir plus parce que c'est juste que j'ai décidé d'arrêter à 5. J'aurais pu continuer soit juste par moi-même dernièrement. J'aurais eu le temps d'en faire une ou deux autres. Puis sinon, j'ai eu plein d'offres aussi de partenariats pour en faire ailleurs au Québec ou en faire plus dans la même région, mais j'avais pas envie de m'associer avec qui que ce soit. J'avais juste envie d'avoir une vie simple, puis de profiter de ce que les logements apportent, d'avoir le contact direct avec mes clients, de gérer mon entreprise à niveau humain, puis de pas toujours vouloir plus. Fait que moi, j'ai pas opté pour la croissance. Les 5-là, je me suffise. Est-ce que tu considères que 5 unités comme ça te procure une vie simple? Parce que la location court terme demeure quand même... Oui. C'est très exigeant, là. Bon point, bonne question. Moi, je suis prof, donc de formation. Oui. Fait que je suis un peu, veux pas, germaine, un peu. Puis là, je donne... Tu sais, mes clients sont accompagnés de A à Z, par écrit, par courriel. Honnêtement, un client qui m'a appelé pendant qu'il était sur place, je m'en rappelle pas. Puis ils sont tout le temps pleines les loges. Il y a tout le temps quelqu'un la semaine ou la fin de semaine. Honnêtement, tu sais, quand il y avait... Au début, là, j'ai peaufiné pendant la première année. Là, chaque fois que les clients m'écrivaient, je me disais, OK, comment j'aurais pu faire pour que ce client-là ait pas ce problème-là? Fait que là, je l'adressais. Fait que finalement, là, honnêtement, c'est vraiment simple. C'est sûr qu'il y a toujours des petites choses à régler, mais dans n'importe quel job, il y en a. Tu sais, fait que... Puis ça m'occupe pas à temps plein. Il n'y a pas de lunch gratuit. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, oui, il y a des choses à faire. Puis ça m'occupe. C'est moi qui apporte tout le stock qu'il faut apporter à chaque mois. Faut rapporter, je veux dire, à un moment donné, ça prend des choses, là. Que ça soit le shampoing, des nouveaux draps, Du bois? Du bois. Ouais. C'est moi qui s'occupe de tout. Okay, c'est moi qui mets les mains dedans, sauf le ménage, je le fais pas parce que je suis pas bonne là-dedans, puis j'aime pas ça, mais c'est même pas par snobisme. Je le ferais, je fais le terrassement l'été. Là. C'est juste que le ménage, c'est pas mon truc. Mais sinon, je mets les mains dedans. Mes clients m'appellent directement. C'est moi qui gère les réservations. Mais malgré ça, ça m'occupe pas nécessairement à temps plein. Je dirais que ça m'occupe un genre de 2/3 de temps. Là, Fait que ça me laisse du temps pour ma vie personnelle puis profiter de mes parents. Comment le canton de Stansted t'a accompagné dans le projet? Est-ce que tu as eu une bonne relation? Ça s'est bien passé? Oui et non. La municipalité, c'est... En fait, c'est pas un jugement, c'est un constat parce que le point, c'est qu'on est quand même dans une situation où tu en as un projet qui sort de l'ordinaire. Donc, de voir comment on peut s'implanter sur un territoire avec la réglementation en place. Dans la réglementation, ça fonctionnait. J'avais le droit de faire ce que j'ai fait. La réglementation était déjà là. C'était déjà des terrains de location court terme. Puis tout ce que j'ai voulu faire, ils m'ont pas particulièrement aidé. Là. Fait que oui et non, ils m'ont pas mis de bâton dans les roues, puis bon, on cohabite bien, mais c'est pas... sans plus. Sinon, en fait, on parle du canton de Stansted ou ailleurs, là, dans le fond, c'est la même chose. Il y a comme une boîte, là, pour à un moment donné, quand tu sors de la boîte, ça amène quand même certains enjeux. Parce que j'ai voulu sortir de la boîte, on oublie ça, là. En même temps, ça m'amène à te poser une autre question parce que pendant la pandémie, il y a une croissance forte de la location court terme. Court terme, c'est moins de 31 jours. Maintenant, la question que je pourrais te poser, toute la réglementation de se rendre conforme parce qu'il y a eu quand même certaines sagas avec genre la compagnie Airbnb qu'on connaît bien. Est-ce que tu as eu peur de perdre tes droits acquis à un certain moment donné? Ça m'a effleuré l'esprit, mais en même temps, c'est quand même récent que ça avait été autorisé, la location court terme, dans cette région-là. Fait que je pense que le problème avec les Airbnb, c'est que la location court terme, c'est que les gens opéraient sans avoir le permis. Sans être dans une zone où la location court terme était autorisée. Puis là, après ça, ils essayaient d'aller le chercher, mais là... Ça, c'est plus difficile, mais si tu t'assures que tes terrains sont zonés correctement, normalement, ça va. Puis généralement, c'est là que je pense que s'ils décident d'enlever
la location court terme permise, là, tu peux avoir un droit acquis parce que quand tu as construit tes terrains, tu avais la permission. Ouais, c'est quand tu décides d'en faire sans avoir la permission que tu vas aller chercher la permission après. Ça, Oui, tu as raison. Tu sais, j'ai une petite anecdote, Janie. En fait, dans une des tours de condo à Montréal, la location court terme, elle est interdite. Et il y a des gens qui, malgré la réglementation, ont décidé de le faire. Imagine-toi donc que c'est un couple de Finlandais, ils ont occupé l'appartement, ils ont fait du lavage et ils ont décidé d'accrocher les cintres sur, en fait, les gicleurs d'incendie. Ça a déclenché, en fait, le gicleur. Ça a généré environ 2 millions de dollars de frais de dommages dans l'édifice. Et là, en fait, pour réaliser qu'ils avaient été, en réalité, en fait, ils ont fait une action interdite par la réglementation. En fait, les gens, parfois, sont totalement inconscients de l'impact. Imaginez-vous le dossier d'assurance actuellement. Donc, je pense que le conseil qu'on pourrait donner, Janie, c'est que si on a un projet, là, de s'assurer que la réglementation en place est valide, d'obtenir les permis. Moi, j'ai pas beaucoup de pitié là, dans ce cas-là. Je me dis, regarde, c'est ça qui est ça. Là. Je veux dire, t'étais pas assuré. Mais ça fait en fait la différence entre une histoire à succès ou un cauchemar. Oui, tout à fait. Non, j'imagine que tu as eu des enjeux comme ça aussi souvent? Mais non, parce que je voulais... moi, je suis pas quelqu'un qui prend des risques beaucoup. Là. Si je prends une gageure avec mon chum, c'est sûr que je gagne. Parce que je suis sûre de mon... L'achat d'une résidence pour faire de la location court terme, ça demeure, selon moi, quand même dans le plus risqué, entre parenthèses, dans la façon de gérer un bien immobilier. Mais pas tellement parce que, tu sais, moi, j'ai pas pris de risque dans le sens où je me suis assurée que j'avais le droit de faire tout ce que j'avais à faire. Après ça, j'en ai construit un chalet, là, ça se revend super bien. T'as raison. Oui, j'aurais peut-être pu perdre quelques milliers de dollars parce que ce que j'ai mis mais là, c'est pas un gros risque, là. On parle pas de... Ça veut dire que tu étais bien préparé. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir pris beaucoup de risques. Est-ce qu'un jour, tu penses que tu vas en reconstruire d'autres ou c'est juste une pause passagère? C'est pas impossible, mais ça se pourrait que ce soit un tout autre projet parce que j'aime l'immobilier en général. Fait que je pourrais faire un flip, je pourrais, tu sais, c'est ça, là, ça veut pas dire que je vais refaire la même chose parce que peut-être que pour moi, refaire la même chose, ça va être un peu redondant. Mon côté créatif va peut-être un petit peu moins sollicité. Fait que, mais c'est possible. Peut-être que je vais décider de faire une loge à 2 chambres, peut-être que... Mais là, je suis dans mes rénovations personnelles, fait que c'est ça qui m'occupe présentement. Mais c'est sûr que je vais avoir besoin d'un autre projet, là. C'est ça, j'entends. En même temps, pour ceux qui nous écoutent, qui envisagent peut-être un jour faire ça, on a eu quand même une période très... il y a eu beaucoup de demandes de la location court terme. Comment ça se passe là, en 2025, la demande actuellement? J'ai beaucoup de difficultés à répondre à ça parce que moi, mon projet, il est tellement particulier que je suis pas sûre que je suis représentative de la location court terme en général. Là, je vois les tendances, je vois que tout le monde se réjouit cet été. Ça devrait être facile parce que... Les gens vont peut-être aller aux États-Unis. C'est ça. Okay. Mais est-ce que ça va changer quelque chose pour moi? J'ai l'impression que je me pète les bretelles quand je dis ça, mais moi, mon taux d'occupation est tout le temps de 100% à l'année. Fait que ça change rien. C'est juste qu'ils sont, mettons, bookés. Mes loges vont être bookés plus ou moins d'avance. Okay. Mais overall, pour moi, ça change pas grand-chose. Fait que j'ai de la misère à dire... Ça se passe bien, finalement. Oui, c'est ça. En fait, en réalité... Je suis sûre que ça se passe bien. Par exemple, tu sais, je m'assois pas là-dessus. Là, tu sais, moi, je suis tout le temps, à chaque semaine, dans les chalets pour voir s'il y a quelque chose à remplacer, si mes clients sont heureux, si ça s'est bien passé. Fait que ils reviennent, puis c'est ça un peu mon... Janie, en fait, si quelqu'un écoute l'histoire, là, puis se dit « Wow, j'ai le goût d'encourager ça, cette belle histoire-là », comment on fait pour avoir l'information? On va sur le site Internet, leslogeschalet.com, lesloges au pluriel, chalet au pluriel.com. Puis là, ben, sur le site Internet, tout est là, le concept, les paramètres de réservation, des photos. Il reste encore de la place dans les prochaines semaines, prochains mois pour ceux qui veulent booker. C'est vraiment un bon moment pour réserver parce que je suis bookée moins d'avance pour printemps-été. Okay. Comme là, présentement, c'est difficile d'avoir un week-end déjà pour l'automne prochain. Okay. Par contre, j'ai des week-ends cet été, puis c'est tout aussi le fun. Okay. Fait que, tu sais, c'est vraiment 2 expériences différentes, l'été et l'hiver, là. Fait que chaque saison, son expérience, puis c'est vraiment pas moins le fun, mais par définition, on dirait, mon concept, je suis un peu moins bookée d'avance l'été. Fait que vous avez plein de belles disponibilités.
Janie Lejour, franchement, félicitations pour ce beau projet-là. Merci. C'est vraiment intéressant. Parcours, j'oserais même dire, un peu éclectique, puis j'applaudis ça. Puis en même temps, probablement que ton parcours éclectique amène aussi, d'une certaine façon, une offre totalement différente dans le marché, puis c'est ce qui explique probablement les bons résultats. Donc, Janie Lejour, fondatrice des loges Ressourcement Thermal en forêt, c'est bien ça? Exactement. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, puis je vais te souhaiter vraiment bonne chance. Merci beaucoup. Bon avant-midi. Plaisir, toi aussi. Merci, au revoir. Ben. C'est déjà ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Je tiens à remercier personnellement M. Vincent Boutin, candidat à la mairie, qui s'est prêté au jeu de venir répondre à nos questions, ainsi que Mme Janie Lejour. Je veux remercier Gilbert à la console. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez aussi réécouter l'émission Les Dessous de l'immobilier en Estrie ou encore la partager avec vos proches en allant sur le site du 1077 Estrie dans la section rattrapage ou encore via l'application Cogeco Média sous la section balado. Sachez que vous pouvez toujours m'écrire par courriel imo@cogecomedia.com pour des questions ou tout commentaire. On se retrouve samedi prochain dès 11h pour un nouveau segment des Dessous de l'immobilier en Estrie, alors que je vous laisse au bon soin de Priscilla Quirion qui vous accompagnera cet après-midi avec les classiques 80-90. Bonne fin de semaine tout le monde. Les Dessous de l'immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm1077.ca.